Bonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit direct sur mes réflexions du jour, conservatisme ou progressisme. Le conservatisme, c'est finalement garder un système traditionnel, un modèle peut-être avec des défauts, mais qui semble fonctionner depuis des millénaires. C'est aussi une exclusion des pratiques et non une exclusion des individus en soi. C'est-à-dire qu'il y a certaines mœurs qui ne peuvent pas être acceptables, certaines pratiques que nous, en tout cas en tant que conservatistes, en tant que personne, être humain, ayant pour modèle traditionnel finalement cette lignée, qu'on ne peut accepter. C'est-à-dire conserver une famille structurée, et non une famille avec pour mère deux mères, ou deux pères, ou ce genre de choses. Ou encore des familles complètement dispatchées, séparées, et on a une définition du limité. C'est-à-dire qu'on sait se mettre des limites. On n'est pas dans l'hybris, on n'est pas dans la démesure. Et face à ça, on a autrement le changement, le progressisme. Alors, progressisme, dedans, on a le progrès. Est-ce que toutes les évolutions qui ont eu lieu, est-ce que toutes les politiques menées nous emmènent vers un progrès? Ça, c'est la question. Parce que c'est un modèle qui se veut correcteur. Correcteur de ce qui semble en tout cas être défaillant au niveau du modèle traditionnel. Et de leur côté, ils sont dans l'inclusion. Si on prend par exemple les LGBT, ils sont dans l'inclusion parce que finalement, ils veulent, au nom de l'amour, ou non d'ailleurs, qu'est-ce que l'amour, accepter diverses pratiques, accepter diverses façons de voir la société. Que ce ne soit plus un modèle classique, homme-femme avec enfants, etc., mais bien par exemple deux hommes avec un enfant, ou encore tout simplement des pratiques avec des personnes qui sont dans un corps biologique, en tout cas d'hommes ou de femmes, et qui se sentent à l'inverse de leur corps biologique. Ils ont des attirances, peut-être certaines fois pour des personnes qui sont du même sexe qu'eux, et ils sont contre finalement tout ce qui est du modèle hétéroclite, enfin, si on pourrait dire en tout cas du modèle hétérosexuel. Et surtout, il faut une promotion de familles qui sont éparses, différentes. Et ces familles-là, est-ce qu'elles vont amener une bonne construction pour les enfants? On parle souvent, d'ailleurs, dans ces défenses de leur côté, au niveau en tout cas du progressisme, que les gens qui n'acceptent pas ces pratiques sont finalement dans des préjugés. Mais est-ce que tous préjugés sont mauvais? Est-ce que tous les préjugés sont mauvais? Je ne pense pas. Pour moi, il y a des systèmes qui doivent rester en place. Qui doivent rester en place, comme par exemple ce qui est le mot féminin, ce qui est le mot masculin, et ce qui est attribué. Or, on veut nous dire aujourd'hui que finalement, les enfants, quelque part, il faut les emmener à passer outre ce modèle. Et donc, élargir la définition de la limite. Et de là, je me suis dit que finalement, ces deux formes-là, le conservatisme ou le progressisme, c'est des formes de conformisme. D'accord? On aime bien être conditionné et rester dans son modèle, soit classique ou soit dans son modèle, en tout cas, qui vient à complètement tout bouleverser. Mais est-ce que les racines disparaissent pour autant? Les racines, dans le conservatisme, restent ancrées. Peut-être qu'elles sont liées au christianisme, à une religion, à un modèle de société, qui peut parfois être vu de façon archaïque, dépassée. Pour le conservatisme, on ne connaît pas encore assez d'étapes nous permettant de dire que c'est mauvais. C'est-à-dire que le conservatisme, nous connaissons les conséquences de ce dernier. Mais qu'en sera-t-il pour les effets à court, moyen ou long terme des changements opérés par le progressisme? On nous vend ça comme un modèle de réussite, comme un modèle d'inclusion, comme un modèle qui viendra révolutionner en tout cas l'humanité. Plus d'humanisme, plus d'empathie. Je ne suis pas persuadé. Comment défendre le conservatisme face au progressisme? Ça, c'est la question aujourd'hui. Parce qu'au final, quand vous souhaitez être dans un modèle traditionnel, qui a pour valeur, en tout cas des valeurs chrétiennes, ou des valeurs musulmanes, ou des valeurs encore juives, ou d'autres liées en tout cas à des religions, hein, qui ont imposé finalement qui ont imposé des conditions, qui ont imposé des limites, qui ont imposé une structure, une base, un socle, qui est concret, qui est solide, qui a fait ses preuves. Mais face à vous, vous avez des gens qui finalement vont vous dire « Oui, mais qui êtes-vous pour, par exemple, interdire l'amour de ces gens-là? Qui êtes-vous pour dire que les intervenants externes ne peuvent pas aller dans des écoles faire la promotion, en tout cas, d'une inclusion, d'une acceptation de choses qui peuvent vous dépasser, de choses pour lesquelles vous êtes en tout cas en contradiction? Et cette promesse d'amélioration, de ce changement, de ce progressisme, est-ce que ça fonctionne vraiment?
Est-ce que les gens, par exemple, qui ont été inclus en faisant un changement de sexe, se sentent pour autant mieux dans leur peau? Est-ce qu'ils trouvent le bonheur? On dit souvent d'ailleurs que le bonheur est en soi. Moi, je rejoindrais plutôt la confiance. Le bonheur, c'est une conscience, mais c'est aussi la confiance. C'est-à-dire que c'est une trinité. En fait, toute chose est trinité, surtout pour celui qui sera croyant, hein, le corps, l'âme et l'esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord? Mais aussi la confiance en soi, la confiance en autrui et la confiance en la vie. C'est ça qui nous anime. Et aujourd'hui, dans ce progressisme, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que les gens sont plus heureux? Parce que maintenant qu'ils sont inclus, maintenant que finalement ces petites minorités, entre guillemets, deviennent des majorités, est-ce qu'ils se sentent plus heureux? Est-ce qu'ils sont dans le bonheur? Est-ce que le chemin, finalement, est un chemin concret? Est-ce que comme les réseaux sociaux, c'est pas plutôt de l'illusion que le monde propose, hein? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça promet quelque part d'être en connexion avec les autres, de créer un côté social, un lien social. Mais à la place d'avoir créé du lien social, ça nous a isolés dans des cases. Chacun connecté depuis son domicile échange avec les autres. Alors oui, sur le moment, il a cette illusion d'être connecté aux autres. Il a cette illusion en tout cas d'avoir des amis, des connaissances, etc. Mais tout ça disparaît d'un claquement de doigts. À partir du moment où la connexion disparaît, à partir du moment où l'ordinateur est éteint, tout ça n'existe plus. Et on le voit d'ailleurs avec les intelligences artificielles qui sont développées. Est-ce que demain, les échanges qui auront lieu, ces conversations, ne seront pas finalement que du faux, que du superficiel? Quelque chose où l'on communique, où l'on échange. Mais au fond, avec qui? Avec quoi? Comment? Le monde est soi-disant à notre portée à travers cet Internet, à travers ce virtuel, délaissant finalement le réel petit à petit. Vous voyez d'ailleurs dans les micro-trottoirs que vous pouvez observer ou au travers de vos conversations avec des proches, des connaissances, que les gens aujourd'hui, que ce soit en tout cas pour découvrir une femme ou une femme pour découvrir un homme, faire des rencontres, des dates comme ils les appellent, etc., vont dans un premier temps peut-être se voir dans la rue, mais dans la rue, lorsqu'ils vont se voir, ils vont pas forcément vouloir échanger. Ils vont juste demander l'Instagram, le Snap, un réseau social de l'autre personne, pour après se connecter de façon virtuelle et essayer d'avoir la main de façon virtuelle. Tout bonheur ne peut avoir pour structure une illusion, car l'illusion finalement détruira à un moment ou un autre ce bonheur qui était finalement artificiel. Et là, j'ai développé la réflexion bien plus loin. Serait-il acceptable, compréhensible de dire à un malade qu'un traitement pour le soigner a été formulé, mais que ce dernier ne sera pas développé pour conserver une éthique, une morale qui a été construite par une majorité n'étant pas touchée de loin ou de près par ce fléau? Et à l'inverse, est-il entendable de vouloir transgresser une limite, au point de créer un bouleversement, afin de sauver une vie, afin de sauver une personne, mais de mettre en danger l'avenir de l'humanité, de laisser place aux expériences de scientifiques, prêts à tout pour laisser cours à leur imagination, à leur désir de modifier l'humanité, les comportements, le livre de vie, notre ADN? N'en est-il pas de même pour l'éducation? Pouvons-nous bouger, restructurer, déformer les codes qui ont perduré, ces codes qui ont fonctionné? Ces codes n'ont-ils pas eu aussi des changements au travers du temps, comme l'étymologie des mots, qui laisse place à d'autres mots se détachant petit à petit du sens initial? Mais alors si on se détache du sens initial, des mots, de notre vie, de finalement du bonheur, où allons-nous? Vers quoi nous dirigeons-nous? Devons-nous opposer le code des religieux au code des athéistes? Devons-nous peut-être également opposer le code d'une religion à une autre religion? Devons-nous séparer la société pour éviter les affrontements? Ou au contraire, devons-nous retrouver la force d'argumenter, d'échanger, de parler avec des humains aux idées divergentes, contraires à notre opinion? Quelle subjectivité peut prendre le dessus sur une autre? Rhéteur contre rhéteur, argument contre argument, tout est opposé, accord et désaccord. Ou au contraire, retrouver le logos, la raison. Mais qui y a accès aujourd'hui? Qui a accès à la raison, à l'objectivité des choses? Peut-on encore dire que telle ou telle pratique va à l'encontre de nos principes, de nos valeurs? Et sur quoi sont fondés ces derniers, ces principes, ces valeurs? Là où est prônée l'inclusion, l'acceptabilité de diverses mœurs, des croyants, convaincus de l'immoralité des pratiques, sont mis au banc de la société. On dit qu'on ne peut accorder la tolérance à l'intolérant, car celui-ci finalement voudrait s'en saisir pour la détruire. Mais qui aujourd'hui est intolérant dans cette situation? Qui est intolérant dans cette situation?
Si il est inculqué dans notre apprentissage de ne pas voler, de ne pas faire du mal à son prochain, mais que petit à petit des communautés d'individus se forment et qu'ils décident du jour au lendemain que tout appartient à tout le monde, sera-t-il acceptable que je m'oppose ou que vous vous opposiez à ce que mes biens, vos biens soient saisis, même si ça va à l'encontre de ces groupes grandissants, prenant de la puissance, prenant des foules, prenant la raison commune? Devra-t-on, au nom de la bien-pensance, les laisser agir? Ou au contraire, aura-t-on le devoir de les limiter, voire de stopper leur agissement sur les gens qui ne souhaitent pas faire partie de leur système? N'hésitez pas à commenter, à liker et à me dire ce que vous en pensez. C'était une petite réflexion du jour que je vais développer bien évidemment. Ça, c'est une base pour de futurs directs en tout cas et de futures peut-être présentations sur ce que je pense. Je vais essayer de développer ce côté des questions et peut-être y apporter des réponses aussi. À très bientôt, c'était Vérité à venir.